tous, nous voici pour la première table ronde de la journée et des RDD. Le sujet de cette table ronde est la ville face au défi de l'adaptation au changement climatique, sujet large et ô combien d'actualité. Nous avons avec nous 5 intervenants, donc 3 sur le plateau et 2 en distanciel. Sur le plateau, je présente dans l'ordre de droite à gauche Brigitte Métra, architecte et urbaniste, membre de l'Académie d'architecture, et vous avez récemment livré un bâtiment, j'ai vu ça, un bâtiment tertiaire avec des volets, des pare-soleil orientables. J'ai trouvé ça, j'ai adoré ça, que c'était une très bonne... Et déplaçable, très important. Marie-Christine Bayetto, directrice de la recherche et de la valorisation à l'INSA à Lyon. Donc vous êtes aussi spécialiste de la fatigue des structures et de la mécanique des ruptures. Nous avons également Lauriane Rossi avec nous ici, députée LRM des Hauts-de-Seine et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. À distance, en visio, nous avons Pascal Berthaud, directeur général du CRMA, et ainsi que Laurent Vigneault, directeur recherche et innovation du groupe Artelia. Voilà. Merci déjà à tous d'être venus à cette table ronde. La problématique, le sujet de discussion étant l'adaptation au changement climatique, je vous propose de marcher ensemble progressivement, on va dire du constat, à savoir quel est le lien entre les villes et le réchauffement climatique. Les villes sont à la fois émettrices et victimes des gaz à effet de serre. Quel constat on peut en tirer, puis après parler des solutions à différentes échelles, le bâtiment, la forme urbaine, etc. Et puis à la fin, comment porter ces solutions. C'est une proposition de discussion. Voilà, et moi je me présente rapidement, Juliette Lamandé, donc j'ai fait des études en urbanisme, donc j'ai un petit parcours dans l'urbanisme, mais loin de vos spécialités, d'être aussi spécialiste que vous. Donc je pense qu'on a beaucoup de questions, beaucoup de sujets abordés, donc je vous propose de commencer tout de suite. Je me tourne vers Marie-Christine Bayetto pour cette première question. Donc les villes, donc on vit tous majoritairement en ville, la population urbaine est majoritaire. Les émissions urbaines sont très conséquentes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement comment la ville pollue, d'où viennent les émissions des villes, quels sont les secteurs les plus énergivores, ce qui se passe en ville? Tout à fait. Donc, comme vous le savez tous, la France s'est mobilisée pour le plan climat, avec comme objectif la neutralité carbone en 2050. Alors, aujourd'hui, la population est majoritairement positionnée dans les villes au niveau mondial, puisque c'est plus de la moitié de la population mondiale dans les villes. Et en France, on est au-dessus, c'est 67%. Et les villes sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et par exemple, la population en France, c'est 80% dans les villes, et ces villes sont responsables de 67% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont... il y a 4 secteurs principaux, on les connaît tous. C'est le logement, c'est le transport, l'industrie, et puis également tout ce qui est agriculture et services. Alors, les solutions, elles sont déjà en place, elles commencent déjà à se déployer. Donc, au niveau du logement, également, c'est tout ce qui est la rénovation énergétique du bâti. Donc, avec, par exemple, Brigitte qui pourra en parler beaucoup mieux que moi. Mais c'est donc tout ce qui est la rénovation du bâti. Au niveau des transports, on est face à une explosion des besoins. On est face également à une multiplication des besoins, tous différents, qu'on habite dans le centre-ville ou qu'on habite en périphérie de la ville. Donc à nouveau, des solutions qui sont déployées. Donc il y a notamment tout ce qui est les transports doux, la marche, le vélo. Il y a également tout ce qui est les transports collectifs. Il y a également tout ce qui est autopartage. Et puis il y a tout ce qui est les nouvelles motorisations. Alors, si je veux faire un focus recherche sur ces 2 points-là, donc au niveau de nos laboratoires à l'INSA de Lyon, mais également dans les autres équipes en France et dans le monde, donc les travaux se concentrent sur quels nouveaux matériaux pour améliorer donc cette efficacité énergétique, également mener des travaux à l'échelle des bâtiments, des groupes de bâtiments, de l'îlot, justement pour aller sur des études au niveau des îlots de chaleur urbains. Et au niveau des transports, on va se positionner sur les nouvelles motorisations,
donc les moteurs électriques, les moteurs hybrides. On va se positionner également sur tout ce qui est énergie renouvelable au cœur des villes, donc avec par exemple les toitures solaires. On va se positionner également sur tout ce qui est l'allègement des véhicules, l'allègement donc des matériaux. Et donc ces solutions sont en cours de déploiement à l'heure actuelle. Et on en attend beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, donc on a vu qu'il y a énormément d'émissions, il y a effectivement énormément de beaucoup de solutions auxquelles on pense qui sont déjà développées. Mais avant de développer les solutions, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour discuter des impacts de ce à quoi on doit s'adapter finalement. Quels sont les impacts du changement climatique qu'on observe déjà à la fois sur les infrastructures et sur les populations? Cette question, j'aimerais l'adresser à Pascal Berthaud, alors, bonjour. Je crois que ce qui est effectivement majeur avec le réchauffement climatique, c'est qu'en fait, ça va toucher tous les secteurs. Alors, on pense bien sûr au secteur de la ville, de l'urbain, avec effectivement la création d'îlots de chaleur que l'on commence vraiment à observer de façon très très sérieuse. On pense également aux questions de risque, que ce soit les questions d'inondation, où manifestement on aura plus d'événements, des événements plus fréquents, des événements plus violents. C'est vrai sur la question des mouvements de terrain, c'est vrai sur la question du littoral, avec le recul du trait de côte, et puis ce à quoi on pense peut-être beaucoup moins, c'est que c'est vrai aussi sur des questions d'infrastructure, de tenue des bâtiments. Sur les infrastructures, bah, effectivement, avec l'assèchement des sols, on commence à voir effectivement un certain nombre d'infrastructures routières, ferroviaires, qui commencent à présenter un certain nombre de désordres. C'est vrai sur la question des bâtiments aussi. On a beaucoup parlé il y a quelques années de la question du retrait-gonflement des sols et des désordres que ça engendre sur les bâtiments. Il y a 20 ans, ça ne touchait que les bâtiments pour lesquels les fondations étaient manifestement pas suffisantes. Aujourd'hui, ça touche à peu près tous les bâtiments et donc on voit bien que finalement sur tous les secteurs d'activité de l'humanité, bah, effectivement, ce changement climatique a un effet et donc il va falloir nous adapter, il va falloir changer nos façons de faire pour effectivement être capable bah, de continuer à vivre normalement, mais effectivement avec des méthodes un petit peu différentes. Merci. Effectivement, c'est vrai que donc on est tous, l'ensemble des secteurs est touché, mais est-ce que on est tous touchés de la même manière? Est-ce qu'on est tous potentiellement impactés de la même manière? Voilà, parce que j'imagine qu'en fonction des endroits où on habite, on peut être concerné plus par les risques d'inondation, les risques d'îlots de chaleur, ou bien en fonction des secteurs, si on habite en périphérie ou si on habite en centre-ville. Du coup, c'est une question que je voudrais adresser à vous, Madame Rossi. Voilà, quelles sont, d'après vous, les populations? Est-ce qu'il y a des populations qui sont plus à risque que d'autres? Est-ce que c'est pour des raisons géographiques, sociales? Quelles peuvent être quelles peuvent être les différences de conséquences en fonction de la population? Bonjour à tous. Le premier des constats, et Pascal Berthaud vient de le souligner, c'est que finalement aucun territoire n'est épargné par ces aléas climatiques qui sont de plus en plus nombreux. Il suffit de regarder l'été que nous avons traversé, ou l'année écoulée, qu'il s'agisse des inondations, des incendies, etc. Évidemment, aucun territoire n'est épargné. Et le rapport du GIEC qui a été publié récemment ne fait que nous le rappeler, avec force et alerte. Voilà. Aucun territoire épargné. Maintenant, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez des populations qui sont plus vulnérables et plus fragiles par rapport à ces aléas climatiques et par rapport aux pollutions. Parce qu'il y a d'une part, évidemment, les aléas climatiques qui sont de plus en plus nombreux du fait
évidemment des activités de l'homme. On va parler pollution dans quelques instants. On peut parler aussi artificialisation des sols. Et là, on voit bien effectivement que dans certains territoires, l'artificialisation à outrance ou bien la déviation ou la modification de cours d'eau a pu exposer certaines populations à ces aléas. Et par rapport aux pollutions, qu'elles soient issues des transports, du secteur industriel, du secteur agricole, du logement, on voit bien que, évidemment, vous avez d'abord les populations les plus fragiles physiquement parlant. Donc, on va retrouver là les personnes âgées, très sensibles évidemment, notamment aux épisodes de chaleur, les enfants, les personnes vulnérables, atteintes de handicap, les personnes asthmatiques, etc., qui sont évidemment très sensibles aux pollutions atmosphériques ou aux autres formes de pollution, hein, évidemment, pollution de l'eau, pollution sonore, il y en a plein d'autres. Et puis, on va retrouver également des marqueurs sociaux. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas égal, je le crois, face à ces aléas climatiques et face à cette pollution. Et finalement, cette exposition, qui parfois est double ou triple, hein, c'est-à-dire qu'en général, quand vous êtes exposé à une pollution de l'air très, très importante, vous êtes aussi exposé à une pollution sonore très importante et à d'autres types de nuisances ou d'aléas. Eh bien là, on retrouve des marqueurs sociaux territoriaux très forts et on va retrouver des populations, souvent les plus fragiles, souvent les plus précaires, qui sont contraintes de vivre dans des endroits de la ville ou de la périphérie de la ville, beaucoup plus exposés à ces pollutions et à ces aléas. Donc l'enjeu, il est double. Il est à la fois évidemment de lutter contre toutes les formes de pollution et de maîtriser enfin autant que se peut ces aléas climatiques. C'est tout l'enjeu de la transition écologique que nous mettons en place, mais une transition écologique et solidaire. Et là, le mot solidaire, il prend tout son sens, puisqu'évidemment, il faut embarquer toute la population et veiller à ce que les plus fragiles d'entre nous, physiquement et socialement, soient épargnés le plus possible par ces pollutions. Merci beaucoup. Donc, on voit. Donc, merci pour ce constat qui permet de voir que finalement, le changement climatique impacte l'intégralité des secteurs, des territoires urbains et aussi ruraux. Mais là, le débat étant principalement sur les villes. Donc, du coup, ça complexifie en conséquence les solutions qu'on peut y apporter, puisqu'on voit que tout est touché, tous les secteurs doivent s'adapter en prenant en compte les conséquences sociales, économiques, etc. Donc c'est pour ça que je voudrais si possible, qu'on démarre sur les solutions en partant de l'échelle la plus petite, même si ça ne veut rien dire de son importance, c'est-à-dire l'évolution du bâti. Donc le bâti, on parle beaucoup de l'énergie grise du bâtiment, c'est-à-dire l'impact des matériaux, le coût également en termes d'émissions des matériaux qu'on peut utiliser ou non, de leur rénovation, de la rénovation énergétique, la rénovation énergétique qu'on aborde beaucoup par l'isolation froid, mais la question va se poser bientôt de l'adaptation à la chaleur. Donc voilà, quels sont les principaux défis qui attendent les bâtis, qui attendent les différents bâtiments. Donc voilà, comment est-ce qu'on adapte comment ces bâtiments au changement climatique. Alors, je voudrais adresser la question à deux de nos intervenants, donc à Brigitte Métra et à Laurent Vigneault. Je ne sais pas qui veut, pour avoir un point de vue un peu différent et complémentaire, qui veut commencer. Moi, je veux bien. Allez. Oui, allô? Non. C'est bon, oui, normalement. Bon. Moi, je pense que la ville déjà, c'est une ville du bien-être. En fait, un des principaux défis aujourd'hui, c'est que les urbains veulent partir. Enfin, on l'a vu avec la crise sanitaire. La ville est en mal de bien-être un petit peu. Hein. Donc, il faut repenser la ville avec l'humain au centre et donc le protéger de tous les aléas climatiques. Mais il y a aussi la construction qui, elle, concentre, je crois, 40% d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire le bâtiment lui-même génère beaucoup de gaz à effet de serre par les matériaux utilisés, par exemple. Donc, nous, on réfléchit beaucoup dans la profession de dire que le principal matériau de la construction aujourd'hui, c'est le déjà là, c'est-à-dire les bâtiments existants, de démolir et reconstruire émet 8 à 9 fois plus
que d'une réhabilitation. La réhabilitation coûte peut-être un peu plus cher au départ, mais globalement, elle coûte beaucoup moins cher parce qu'en fait, évidemment, il n'y a pas de démolition et de tout ce que ça implique. Donc en fait, il faut repenser la ville avec des diagnostics assez fins. Bon, on a eu toute cette transition énergétique, donc isoler les bâtiments. Je pense que MaPrimeRénov' est un grand succès et c'est très bien. Par contre, il faut faire attention de ne pas simplement recouvrir tous les bâtiments de polystyrène, en fait. C'est pas la peine de mettre 12 cm de plastique autour des bâtiments et dire qu'on a bien fait. Il ne faut pas créer aujourd'hui les choses à réhabiliter dans 20 ans. Donc, en fait, il faut vraiment penser la ville globalement, sur tous ces aspects. Bon, on a quelqu'un qui parle de la ville du quart d'heure, Carlos Moreno, dit voilà, comment éviter d'avoir trop de transport si on rapproche les services des quartiers, etc. Donc il y a beaucoup d'idées, mais il faut qu'elles soient holistiques, en fait, à mon avis. On a eu une pensée fonctionnaliste au XXe siècle, des fonctions, des silos. On a fait une rénovation technique, l'acoustique, la thermique, mais sur le bien-être, de remettre l'humain au cœur de la fabrication de la ville, on a un petit peu oublié. Et là, il y a des rapports maintenant sur la nature en ville. Le bien-être est mesurable, en fait. Les gens qui sont en contact avec la nature sont ont un sentiment de bien-être très important. Et aussi, les personnes qui sont dans un quartier où il y a des échanges entre personnes, s'il y a des rez-de-chaussée vivants, s'il y a des activités, ils se sentent beaucoup mieux aussi dans les villes. Donc je pense qu'il faut penser à la ville, pas seulement sur des critères techniques, mais sur une manière holistique. Alors moi, en tant qu'architecte, oui, je fais par exemple des bâtiments bioclimatiques. Ils sont classiques, tout en bois quand je peux, avec ces fameux volets qui sont orientables mais déplaçables, c'est-à-dire que ça n'existe pas, je l'ai inventé. C'est-à-dire qu'on peut aussi, les BSO qui sont devant les façades, on peut aussi les ouvrir pour avoir la vue sur la citadelle, parce que là, c'est à Besançon. Donc le bien-être, c'est pas seulement thermique, en fait, c'est sur tous les aspects. Donc on fait des avancées, mais je pense que maintenant, avec tout ce qui se passe, on voit que la nature se rebelle, parce qu'on l'a maltraité. Et je pense qu'il faut qu'on voit un petit peu tout ça de manière holistique, pas seulement par silo technique, quoi. Et il faut revoir notre économie, je pense aussi, l'économie de la ville. La financiarisation de la ville a poussé à construire beaucoup des petits logements où les gens se sentent mal. Donc il y a des rapports en ce moment avec Emmanuel Vargon qui essaie de remettre la qualité au cœur de la fabrication des logements traversants avec la lumière qu'on peut ventiler et pas seulement financiarisables petits logements, parce qu'on peut investir 200 000, 300 000 euros et on a 50% des bâtiments qui sont des petits logements dont on ne saura plus quoi faire dans 20 ans. Donc la durabilité, pour moi, c'est d'abord la qualité de vie pour tout le monde, quoi, dans la ville. Parce qu'évidemment, les villes vont grandir, donc il faut repenser la densité désirable. Enfin voilà, on a eu trop de paradigmes densifiants parce qu'on aura moins de transport, mais en fait, les gens n'en veulent plus vis-à-vis de cette surdensité. Donc on a un gros écart entre... Il faut densifier le monde de la construction dont je fais partie, dit qu'il faut construire 500 000 logements par an, mais en fait, en a-t-on vraiment besoin? Et les gens n'en veulent pas parce qu'on les a construits peut-être un peu en pensant un peu, pas suffisamment à eux, quoi, plus au business de la construction. Voilà. Est-ce que M. Laurent Vigneault veut rebondir sur la question des déchets du bâti? Plaisir. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Très bien, bonjour. Donc effectivement, moi je rejoins totalement ces propos. Je dirais que la première chose à voir, c'est que la définition même du bâtiment est en train de totalement changer, en fait, et la pandémie a accéléré le phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bâtiment, c'est beaucoup moins déterminé, en fait, qu'il y a quelques années. Les gens veulent travailler chez eux, veulent accéder au toit, veulent avoir des services au sein même de leur bâtiment. Et donc, en fin de compte, aujourd'hui, les bâtiments sont en train de s'hybrider. On peut également envisager qu'il n'y a plus en fait de différence entre les bâtiments et les espaces publics, et que les bâtiments deviennent eux-mêmes des espaces publics, par exemple pour accéder au toit ou à tout ce qu'on peut trouver dans les hauteurs des villes. C'est ce qu'on a appelé chez nous le bâton infrastructure. Donc ça, c'est le premier point. Et puis en parallèle, donc effectivement, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est réellement la reconfiguration et la rénovation des villes. Et là, effectivement, on est vraiment dans une période un petit peu charnière, où à la fois on a un épuisement des ressources, et donc une obligation à travailler davantage à l'économie circulaire. Donc je dirais que les premiers projets dans cet axe-là, ça a été d'essayer de faire matcher en temps réel
de l'offre et de la demande, c'est-à-dire des matériaux issus de la déconstruction et au même moment des besoins pour construire quelque chose ailleurs. Et nous, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que si on veut vraiment massifier cette économie circulaire et réussir à travailler avec beaucoup moins de ressources nouvelles, il faut également travailler beaucoup dans les temps plus longs, c'est-à-dire massifier une industrie de l'économie circulaire qui, par définition, travaille sur des cycles de 15 à 20 ans. Et nous, en tant qu'ingénierie pluridisciplinaire, ça nous intéresse beaucoup parce que aujourd'hui, en fait, ce qui nous incombe, c'est de modéliser la façon dont on va déconstruire et rénover la ville dans les 10-20 ans à venir, de façon à pouvoir installer en face les vraies industries qui vont permettre de recycler et de réemployer tous les matériaux qu'on va tirer de tout ça. Et puis je voudrais également dire qu'on est aussi un petit peu dans une charnière méthodologique, avec aujourd'hui notre capacité en fin de compte à travailler tous les bâtiments en maquette numérique. Et une maquette numérique, en fait, c'est bien plus qu'un plan sur lequel on va pouvoir imaginer comment est-ce qu'on reconfigure un bâtiment, mais c'est également un endroit dans lequel on va pouvoir transposer toute la conception, toute l'intelligence, tout ce qu'on a souhaité mettre dans le bâtiment, et qu'on va pouvoir léguer cet héritage, en fin de compte, aux générations futures. Donc là, c'est pour travailler également dans le cycle de vie complet du bâtiment. On a parlé tout à l'heure de structures, de fatigue des structures, etc. Le sujet de la déconstructibilité, par exemple, est très important, c'est-à-dire comment est-ce que je conçois un bâtiment aujourd'hui pour que je puisse le réemployer facilement dans 40 ans, par exemple. Et puis tout ça, en fait, est baigné dans beaucoup de nouveautés numériques qui permettent effectivement de ne plus considérer le bâtiment comme un seul objet dans la ville, mais comme quelque chose qui communique avec tout son environnement. C'est là où on trouve effectivement peut-être des futures capacités à gérer les thématiques d'énergie sur des périmètres beaucoup plus larges, l'îlot, le quartier, mais également toutes les thématiques en fin de compte de la ville, comme les mobilités et la nature en ville. Donc voilà un petit peu les trois axes dans lesquels aujourd'hui nous on voit au titre de l'ingénierie énormément de progrès, énormément de volonté et de force en présence. Donc premièrement, effectivement, arriver à massifier l'économie circulaire. Deuxièmement, profiter de nous massifier en fin de compte cette économie circulaire. Et puis troisièmement, profiter du numérique pour à la fois travailler en cycle de vie et puis élargir en fait les thématiques à l'échelle sur des échelles plus larges de la ville et de la vie de tous les monde. Merci beaucoup. Alors, on vous a pas très bien entendu, mais je pense qu'on a eu le principal le message principal. Effectivement, il y a la question de, je pense que je vais rebondir sur ça, élargir à partir du bâti et l'élargir à son environnement, enfin ne plus prendre le bâti uniquement, ce que vous avez dit tous les deux, prendre le bâti pour sa fonctionnalité pure, mais essayer de réfléchir dans son environnement proche et un peu plus lointain. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'on... Et donc on va arriver sur la question finalement de l'aménagement et de la structure urbaine dans laquelle de la ville dans laquelle on habite. Et de plus en plus se pose la question de la nature en ville, la nature comme solution, mais aussi la nature comme la ville comme une solution à la nature aussi, au problème de la biodiversité, comme refuge de biodiversité. Mais dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, la question que je voudrais poser, c'est, voilà, on a parlé des îlots de chaleur, on a parlé des risques d'inondation, de l'artificialisation des sols, c'est quelle est la place de la nature comme solution à ces problèmes et et aussi, voilà, qu'est-ce que la ville peut apporter à la protection et à la biodiversité. Idem, c'est une question que j'adresse à deux personnes, j'adresse à Pascal Berthaud et à Marie-Christine Bayetto. Je ne sais pas qui veut prendre la main en premier. Peut-être la personne en distance. Monsieur Pascal Berthaud, si vous voulez commencer, alors. Allons-y, pas de problème. Je me faisais la réflexion justement en entendant Laurent Vigneault. Je me faisais la réflexion en entendant Laurent Vigneault que justement
il y a bien sûr des solutions classiques d'ingénierie, mais finalement, la solution à l'adaptation, nous, on est assez persuadés qu'elle viendra du vivant. C'est-à-dire que quelque part, il faut passer de la science de l'ingénieur à la science du vivant et voir comment on peut justement adapter les choses, utiliser la nature, utiliser la capacité de la nature justement à évoluer naturellement pour justement mener ces évolutions. C'est vrai, par exemple, sur les questions d'îlots de chaleur, hein, où on a des exemples concrets, bien connus de solutions fondées sur la nature, que ce soit des questions d'alignement d'arbres dans les rues, que ce soit des questions de renaturation des espaces, d'agriculture urbaine, de jardins partagés, évidemment des choses assez lourdes sur lesquelles nous travaillons beaucoup d'ailleurs, sur les toitures et les façades végétalisées. On est capable, avec effectivement l'utilisation de la nature, d'arriver à faire baisser des températures dans des îlots de chaleur de 4, de 5 degrés. Donc on est sur des résultats qui sont assez énormes en réalité. Euh, on a ça également sur la question de l'assainissement pluvial, alors notamment avec toute l'élaboration de stratégies de désimperméabilisation qui permettent effectivement d'arriver à gérer les eaux pluviales, à restaurer les sols et donc là aussi à avoir des villes qui sont beaucoup plus résilientes et qui fonctionnent beaucoup mieux. C'est vrai évidemment aussi sur les questions de biodiversité, c'est vrai sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est la ville apaisée et le partage de l'espace public entre les mobilités douces, les espaces végétalisés et les mobilités un peu plus hard, si j'ose dire, de façon là aussi à être capable d'avoir un espace urbain qui fonctionne beaucoup mieux naturellement et qui permet là aussi de lutter contre ces effets du changement climatique. On retrouve ça aussi sur des sujets comme les inondations ou le recul de traits de côte. C'est vrai que pendant longtemps, on a eu des stratégies où l'un dans l'autre, on endiguait, on essayait de contrarier ces phénomènes naturels pour nous protéger. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, ces stratégies ne fonctionnent plus. Très clairement, nous avons fait une étude sur la question du recul du trait de côte et les hypothèses de ce qui peut se passer à échéance de 100 ans. C'est plusieurs dizaines de milliers d'habitations qui, de toute façon, avec le recul du trait de côte, seront touchées d'ici 2100. Et il est certain qu'on ne s'en sortira pas avec des stratégies de protection classiques. Il faut donc redonner effectivement à la nature sa place, ça veut dire effectivement des stratégies de recul. On a un peu le même sujet sur les questions d'inondation. Quelque part, nous, on est assez persuadés que le changement climatique est absolument pas un drame, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, mais que par contre, ça suppose évidemment des stratégies d'aménagement qui soient complètement différentes et notamment de laisser probablement beaucoup plus de place à la nature pour s'exprimer et pour régler un certain nombre de problèmes. Du coup, on passe de la science de l'ingénieur à la science du vivant, mais je vais quand même donner la parole à une ingénieure. Oui. Comment est-ce qu'on allie ces questions? Merci beaucoup. Alors, moi, ce que j'aurais voulu simplement déjà mettre au départ pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'un îlot de chaleur urbain, finalement, c'est une élévation de température qui peut être élevée. Alors, c'est quoi? C'est 10-12 degrés d'écart entre le centre-ville et la périphérie. Donc, c'est énorme. Et c'est cet écart de température le jour, mais également la nuit, avec tout ce que ça va engendrer comme inconfort et comme problème de santé pour toutes les populations, et notamment les populations vulnérables, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc, la ville... Oui, la ville, on a des gros problèmes. Pourquoi? Parce que la ville est minérale. Donc, on a de l'asphalte, on a du béton. Donc, on a des problèmes déjà puisque la ville est très imperméable. On l'a rendue imperméable. Donc, il faut déjà, premier niveau, rendre la ville à nouveau perméable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur des solutions alternatives. Ça veut dire changer les revêtements de voirie pour que l'eau puisse s'infiltrer. Ça veut dire que là, on va recharger les nappes phréatiques. C'est important. Ça veut dire également qu'on va lutter d'une certaine façon contre les inondations parce qu'on va atténuer les pics de montée en eau puisque l'eau pourra s'infiltrer. On va également travailler au niveau de solutions alternatives, comme je le mentionnais, qui sont les noues, qui sont les tranchées,
pour finalement sortir simplement des cuves de rétention d'eau, souvent en périphérie. Donc on a ce travail sur l'eau. On a également ce travail au niveau donc, de la récupération des eaux de pluie que l'on va traiter, que l'on va récupérer. On a aussi tout le travail sur les eaux usées, où là, on ne va pas simplement récupérer l'eau, la traiter, mais on va également récupérer les ressources qui sont dans les eaux, c'est-à-dire par exemple les métaux, l'azote. Donc ça, c'est une source de richesse qu'on n'exploite pas assez jusqu'à présent. Et on va travailler également au niveau des déchets, c'est-à-dire les déchets urbains, les récupérer, travailler et en faire des sources d'énergie. Maintenant, au niveau des îlots de chaleur urbains, et à nouveau, une architecte pourra également avoir un point de vue complémentaire, mais on a un problème avec ces bâtiments, leur forme, la hauteur, leur proximité, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et donc, il nous faut travailler au niveau des matériaux utilisés, mais également au niveau de l'implémentation des villes, c'est-à-dire repenser la morphologie des villes, puisque ces bâtiments étant extrêmement serrés, denses, on va bloquer la circulation de l'air, on va bloquer les rayonnements, et ça contribue donc à l'élévation de température. Donc au niveau, on va dire, ingénierie, alors ingénierie environnementale, puisqu'on a des laboratoires qui travaillent sur l'eau, sur les déchets, mais également l'urbain. On va travailler sur des modèles, développer des modèles qui vont nous permettre d'apporter des diagnostics pour aider justement à cette reconfiguration des villes. Donc c'est des modèles au niveau du bâtiment, au niveau de groupes de bâtiments, au niveau de l'îlot, du quartier, de l'agglomération. Et ces modèles, c'est extrêmement complexe, c'est de l'ingénierie très complexe, puisqu'on fait appel à des phénomènes physiques couplés. C'est comprendre comment la circulation de l'air, comment les radiations, l'émission, comment tout cela contribue à ces montées de température et comment est-ce que l'on peut apporter des solutions ensemble pour la ville de demain en repensant la ville. Donc ce sont effectivement des projets de recherche très ambitieux et surtout ces projets de recherche placent effectivement l'humain au centre, c'est-à-dire non seulement l'humain, mais on va dire les usages et les besoins. Et cela ne peut pas se faire avec un point de vue, on va dire, purement disciplinaire. Il nous faut une approche pluridisciplinaire, systémique, qui vraiment englobe la problématique de A à Z pour apporter une solution qui ne soit pas une solution qui n'en est pas une et qui, dans 10 ans, on s'aperçoit que finalement, on a encore tout faux. On n'a plus le temps d'avoir tout faux. C'est sûr. Donc oui, donc c'est assez intéressant de voir d'un côté les solutions sur la nature et puis en fait ingénieur, enfin voilà, la traduction un peu d'ingénieur, de modèle, Effectivement, alors pour rebondir, on a également la nature en ville, donc on va mettre des parcs, on va replanter des allées d'arbres, on va mettre des toitures végétalisées, mais ce sont des éléments de réponse. Il n'y a pas une réponse unique. Il nous faut combiner tous ces éléments de réponse, puisque la présence d'arbres en ville, ça va nous redonner de l'évapotranspiration, ça va nous redonner de l'eau, donc ça va rafraîchir. Donc c'est tous ces éléments que nous devons combiner. Effectivement. Et il y a un dernier élément, un grand élément de la ville qu'on n'a pas abordé et que j'aimerais bien qu'on aborde rapidement, c'est la question du transport. Parce qu'on a parlé de la densité et pour moi, c'est quand même éminemment lié au transport. Donc c'est comment est-ce qu'on règle un peu ce triangle, un peu le triangle des Bermudes entre transport, densité et lutte contre l'étalement urbain, qui sont trois choses au final qui se recoupent et qui des fois se contrarient. Pour le coup, là, j'aimerais bien avoir l'avis d'un avis un peu plus ingénieur de Laurent Vigneault, savoir quel type de propositions on peut apporter pour essayer de résoudre cette équation triple inconnue. J'espère que vous m'entendrez mieux, j'ai enlevé le casque. Donc, premièrement, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une corrélation directe entre la densité des villes et la façon dont on s'y déplace. Alors, densité pris dans un sens plus large, qu'on peut appeler l'intensité, qui est en fait cette capacité des villes à agglomérer à la fois des personnes, effectivement, de l'habitat, mais aussi des services, de l'éducation, de la santé, du travail, etc. Et un exemple très concret, c'est Paris, par exemple, qui est une des villes les plus denses ou intenses du monde, a quand même une part modale qui est record du monde pour les piétons. 56% des déplacements se font à pied. Et si on compare, par exemple, à des villes du Nord, connues pour l'usage du vélo, comme Amsterdam ou Copenhague, on trouve des villes qui sont 5 à 6 fois moins denses. Et tout ça, en fait, nous amène aujourd'hui à considérer que finalement,
le lien entre la mobilité et la densité, il est extrêmement fort et qu'il faut adapter les types de mobilité au type de densité que l'on rencontre. Donc effectivement, aujourd'hui, on le voit très bien. D'ailleurs, je voulais juste au passage dire que c'est pas parce qu'on est une petite ville ou une ville moyenne qu'on n'est pas dense ou intense, hein, ça n'a rien à voir. Donc on peut très bien imaginer dans des petites villes où il y a une certaine densité, une certaine concentration de services, des formes de mobilité douce très efficaces. Et puis à l'inverse, force est de constater que quand on touche des tissus ou des formes urbaines beaucoup moins denses, beaucoup plus étalées, ben, finalement, il ne reste plus quasiment comme solution que le véhicule individuel. Et là, comme on le disait en préambule, ben, il vaut mieux travailler en fin de compte sur les types d'énergie capables de faire bouger ces véhicules. Donc ça, c'est un petit peu le premier point. Ensuite, moi, je voudrais simplement aussi dire que en France, on est quand même un pays assez exceptionnel parce qu'on a une vraie collection de villes. On a des villes de tout type. On a une ville mondiale, Paris, on a 270 villes moyennes, on a des villes dans le littoral, on a des villes dans les montagnes, on a des villes à l'outre-mer, sous des climats différents. Et donc, finalement, nous, comme on travaille un peu partout, on collationne un petit peu les bonnes pratiques, les façons dont les gens, effectivement, vivent ces différentes villes et arrivent à s'adapter, en fin de compte, à des nouvelles distances, à des nouvelles façons d'habiter et à des nouvelles mobilités. Et on essaie donc de recréer des offres globales. Donc, on appelle ça mobilité as a service en anglais. Bon, en fin de compte, c'est quand même quelque chose qui existe depuis assez longtemps, puisque finalement, personne ne fait la totalité de ses déplacements en voiture ou la totalité de ses déplacements à pied. Tout le monde mixte un petit peu tout ça tous les jours selon les envies, la météo et la façon dont, et puis l'offre surtout. Donc voilà, nous on travaille beaucoup sur ces visions un peu globales des chaînes de mobilité. Et puis finalement, je dirais qu'aujourd'hui, on a énormément de solutions qui consistent les individus, mais qu'il y a une deuxième mobilité qui impacte très très fortement nos villes et finalement le bilan carbone, qui sont les marchandises et les livraisons. Donc aujourd'hui, on est confronté à des nouveaux règlements, hein, comme les zones à faible émission. Et donc, il va falloir également repenser la totalité de cette alimentation de la ville par différents types de véhicules et de services. Et là s'ouvre également tout un champ de recherche. Le premier d'entre eux, c'est de savoir si on peut utiliser, en fin de compte, les mobilités individuelles pour transporter aussi des marchandises. Et puis, évidemment, toute la capacité que l'on pourra avoir à, je dirais, travailler la façon dont on transporte les marchandises au fur et à mesure qu'on se rapproche des centres-villes et changer donc de vecteur de transport au fur et à mesure. Vous voyez, effectivement, le sujet de la mobilité, il est immense, il est extrêmement complexe, mais je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même une bien meilleure connaissance qu'il y a une vingtaine d'années de la façon dont les gens se saisissent des offres de mobilité. On a également beaucoup de partenariats, évidemment, avec les villes du Nord, par exemple. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est capable de considérer les enjeux de mobilité, de leur donner un visage qui correspond beaucoup plus à la fois à ce que veulent les gens et à ce que l'on souhaite peut-être fabriquer en termes de durabilité et de bonne conscience énergétique, je veux dire. Merci beaucoup. Alors, on a vu qu'il y a beaucoup de solutions, enfin, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de synergies aussi dans la volonté de trouver des solutions, de ne pas rester dans un silo, dans des silos et de ne pas réfléchir en silo. En tant qu'on a vu un peu un premier éventail des solutions, j'aimerais qu'on voit un peu comment est-ce qu'on les porte, concrètement est-ce qu'on les met en place. Et pour moi, la première question qui sont les acteurs, qui sont les acteurs, enfin qui les met en place concrètement ces solutions. Alors je vais demander une question à 2 personnes, à Lauriane Rossi et à Brigitte Métra pour avoir un avis différent sur la question. Je sais pas. Ouais. Peut-être pour faire le lien entre votre question et puis ce qui vient d'être dit.
je crois qu'il s'agit avant tout aussi de choix politiques à l'échelle nationale et locale. Et finalement de renouer avec une politique de l'aménagement du territoire qu'on a pendant trop longtemps abandonné dans ce pays. On a cloisonné là aussi, on parlait tout à l'heure de silos. On a beaucoup traité des transports, mais à côté du logement, sans forcément s'interroger sur l'impact de la densification, voire même de la surdensification de nos territoires, justement sur ces flux de mobilité, et puis sur le ressenti, l'humain, que vous évoquiez tout à l'heure, mesdames, et donc les fonctionnalités de la ville. Et c'est ça aujourd'hui que je crois nous essayons collectivement. Quand je dis nous, c'est pas uniquement les politiques, c'est voilà, vous, madame architecte, l'ensemble de l'ingénierie publique, privée dans ce pays, etc. Tout le monde se retrousse les manches pour justement penser la ville différemment. Et ça interroge, clairement. Moi-même, je suis élue aux portes de Paris dans un territoire très dense, dans les Hauts-de-Seine. Faut-il encore continuer à densifier dans ces villes-là? Montrouge, ville de ma circonscription, 5e ville la plus dense de France. Je suis réservée sur cette question, avec évidemment les enjeux climatiques, mais aussi sociaux que cela peut poser pour les personnes qui s'y installent. Non pas parce que la ville est désirable, mais parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives de transport, d'emploi, voilà, par rapport à la Grande Couronne en Île-de-France notamment. Alors pour répondre à votre question, quels sont les acteurs? Alors évidemment, le législateur que je suis est là pour poser le cadre. C'est ce que nous faisons, et pour accompagner financièrement également. Donc l'idée, c'est d'impulser des politiques nouvelles. Nous prenons l'exemple par exemple de la rénovation des bâtiments, c'est ce que nous avons fait avec MaPrimeRénov', et puis cette impulsion très très forte donnée justement à la rénovation thermique des bâtiments. Je l'espère bientôt aussi acoustique, ça passe souvent au second plan, et pourtant c'est la présidente du Conseil national du bruit qui parle, mais c'est un élément important. Et puis derrière, évidemment, des subventions, des aides pour accompagner nos collectivités. Ça ne suffit pas. Nous avons encore beaucoup de collectivités qui sont démunies d'un point de vue ingénierie. Donc il faut qu'on les accompagne davantage aussi dans leurs projets. C'est tout l'enjeu de la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, que nous avons créée l'année dernière, et qui est là pour accompagner. Mais il y a aussi l'ingénierie privée qui accomplit, aux côtés du CEREMA et de bien d'autres acteurs, un travail remarquable. Donc évidemment, les maires, les départements et les régions ont besoin d'aide. Il faut les accompagner dans le développement de ce projet. Et puis faire confiance aussi aux professionnels. Je vais vous laisser la parole, mais voilà, il y a de l'innovation, il y a beaucoup d'idées chez nos architectes et chez l'ensemble des professionnels du secteur du logement, des transports. Il faut s'en inspirer. Nous avons des pépites, y compris en matière de traitement des déchets. Et regarder ce qui se fait dans chaque territoire, expérimenter, dupliquer, déployer. Et la France en la matière est assez innovante, donc allons-y. Voilà, c'est aussi, et j'en terminerai là, un gisement de croissance et d'emploi dans nos territoires, cette transition que nous opérons en matière de mobilité, de logement et de transformation de la ville, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la bâtir, mais de la transformer. Il y a tout le bâti existant. Voilà. Je ne peux que abonder dans votre sens. Moi, je pense que la puissance publique a un rôle très important, donc par les lois, les réglementations et aussi les incentives, enfin toutes les défiscalisations, par exemple, donc dont je parlais tout à l'heure, que l'argent public puisse servir, être fléché pour ce mieux. On n'a plus que 5 ans d'après le rapport du GIEC pour vraiment réagir. Donc 5 ans, c'est très peu. En fait, bon, on ne va pas être catastrophiste, mais ça fait 40 ans qu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui, c'était annoncé il y a 40 ans. Donc il faut vraiment qu'on se retrousse les manches tous ensemble. Et donc il faut que la puissance publique aide. Et peut-être que, oui, MaPrimeRénov' soit un peu plus globale. Enfin voilà, accompagner, je pense qu'une agence, comme vous dites, il faut qu'il y ait des diagnostics pour qu'ils soient holistiques. En fait, qu'on voit tous les paramètres. C'est vrai que moi, dans notre champ d'application, on a quand même beaucoup les entreprises de BTP et les promoteurs qui sont mes clients veulent construire et pas forcément. Donc il y a des paramètres techniques. Je m'adresse à mon collègue ingénieur, mes collègues ingénieurs, mais on améliore l'acoustique, on améliore la thermique, on améliore, mais pas le bien-être. Et il faut inventer des formes urbaines intermédiaires, pas trop denses, pas non plus contre l'étalement urbain. Il faut y réfléchir. Donc vous faites peut-être des schémas sur ce sujet, plus ou moins scientifiques. Nous, on le ressent. Moi, je mets de la nature dans tous mes projets depuis que j'ai monté ma structure. J'ai fait 84 000 m² dans Paris avec 2600 m² de jardin au-dessus d'un centre bus. Et c'est l'IGPN ou les CRS qui vont travailler. Ils sont heureux.
Il y a des oiseaux, ils ont fait des petites niches, enfin voilà. Donc c'est facile à faire, mais nous architectes, on peut rien faire sans un client, un programme. Et c'est vrai qu'il y a des terrains, ils sont découpés. On est passé de l'îlot à la barre au plot, et en fait c'est découpé. Et en fait il y a beaucoup d'argent, c'est des plus-values foncières énormes. Et l'argent, enfin le logement lui-même est un produit financier. Les terrains sont des produits financiers. Donc je pense qu'il faut repenser la ville comme un lieu de civilité, enfin c'est politique, la police, la ville, la politique. Il faut vraiment changer de paradigme parce que demain c'est aujourd'hui, hein, en fait. Et il faut il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup de petites pépites comme ça, comme vous dites. Mais il faut vraiment les regrouper et trouver un moyen d'une intelligence collective effective, en fait. Hein. Parce que là, il y a des aides à droite, à gauche. Nous, les architectes, on n'est pas au ministère de l'écologie ni du logement, donc ça se passe sans nous, la réflexion se passe sans nous. Et on rame derrière pour dire, on peut faire des bâtiments bioclimatiques, ventilés, comme ils font au Danemark depuis 30 ans. Donc nous, on a des solutions, mais on ne nous laisse pas les appliquer. Donc il faut vraiment une table ronde, plateforme, comme on fait aujourd'hui, pour mettre en place des pratiques globales et intelligentes collectivement, quoi, à mon avis. Mais bon, on a besoin de l'État pour flécher. Déjà que les terrains où il y a de l'argent public qui est engagé ne soient pas un objet de spéculation, vendu au plus offrant, parce que ça donne des résultats de moindre qualité, forcément. Il faut remonter de l'argent aussi aux actionnaires de ceux qui construisent. Hein, c'est des produits financiers. Donc, déjà, quand l'argent de l'État est engagé, il y a une vraie volonté du bien-être du vivant, donc de l'homme d'abord, et du reste, mais que ça soit un chapeau pour tout ce qui est aménagement du territoire, quoi. Merci beaucoup. Et du coup, justement, comment est-ce que au niveau, parce qu'on entend bien qu'il faut, au niveau réglementaire, au niveau législateur, il faut un travail de conciliation, enfin d'échange permanent. Mais au niveau local, comment est-ce qu'au niveau local on met en place, voilà, comment est-ce qu'on aide les collectivités, parce que vous avez parlé d'accompagnement à l'ingénierie notamment. Quelles sont les aides qu'on peut apporter aux collectivités pour qu'elles puissent bien coordonner tous ces acteurs. Alors, je vais interroger là-dessus, toujours l'idée que chacun ait un temps de parole, Pascal Berthaud et Laurent Vigneault. Alors, pour information commune, on a absolument débordé le temps qui était accordé à la table ronde, mais c'est pas grave, on va continuer. Voilà, c'est juste pour essayer de faire des réponses un peu courtes si possible. C'est pour avoir du temps de prendre des questions du public. Voilà, est-ce que, voilà, Pascal Berthaud, Laurent Vigneault, est-ce que vous pouvez voilà, quelles sont les difficultés, quelles sont les solutions qu'on peut apporter concrètement aux collectivités territoriales qui sont finalement au cœur de la tempête? Oui, de la tempête, je sais pas, mais en tout cas, on voit bien dans toutes les interventions qui ont eu lieu que, évidemment, les collectivités sont vraiment au cœur de l'action parce qu'on voit bien que les différents problèmes s'interpénétrant complètement, la seule façon d'agir, c'est bien au niveau local qu'on est capable de trouver des solutions qui matchent un peu avec toutes les difficultés. Donc, évidemment, le rôle des collectivités est majeur par rapport à ça. Contrairement à une idée répandue, aujourd'hui, il y a de l'ingénierie en France, il y a de l'ingénierie publique, il y a de l'ingénierie privée, il y a les moyens de la mobiliser avec la création de la NCT, hein, qui a été citée. CEREMA est un des partenaires historiques de la NCT. Je crois que la difficulté, elle est d'abord dans la prise de conscience et surtout dans j'allais dire, la simplification de ces questions d'adaptation au changement climatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour un élu, particulièrement dans la commune, c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'il y a une multitude de problèmes qui vous tombent dessus et que on ne sait pas bien effectivement comment faire. Nous, on prône d'abord effectivement le fait que même si, bien évidemment, ça fait 40 ans qu'on aurait dû agir, même si le changement climatique, il est là aujourd'hui, en réalité, la composante temps est absolument essentielle. Faire des choses dans les 5 ans qui viennent, c'est très compliqué et ça s'apparente à l'Everest à gravir.
Si on raisonne à échelle de 30 ans, ça devient déjà beaucoup plus possible parce que vous avez naturellement sur les bâtiments effectivement des questions d'entretien lourd qui viennent et à cette occasion on peut changer des choses parce que sur la mobilité là aussi on peut changer les aménagements, etc. Donc c'est vrai que cette composante temps et cette capacité finalement à se projeter à 15 ans, à 20 ans, elle est absolument essentielle et c'est celle qui je crois, peut permettre d'avoir un certain optimisme sur l'adaptation au changement climatique. Euh, Derrière, bien évidemment, il faut être capable de mobiliser de l'ingénierie, de mobiliser, y compris, mais beaucoup, nous pensons, de l'éco-ingénierie. Euh, Très sincèrement, aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui existe, toutes les aides qui existent, je crois que la question n'est pas tant la question de la disponibilité des moyens que la façon dont on peut évidemment les agencer. C'est ce qu'on essaye de faire avec la NCT. Mais l'un dans l'autre, moi, je ne suis pas pessimiste sur notre capacité à traiter les choses. Simplement, faut se donner le temps de le faire parce que sinon, si on est face à l'Everest, en pratique, on ne bouge pas du tout. Je voulais ajouter une petite mesure rapide et efficace, c'est que l'ANRU qui finance la démolition, l'ANRU finance quand on démolit un bâtiment. Si on change cette loi, simplement, il y a beaucoup d'argent dans les quartiers. Si on finance aussi la réhabilitation, ça change déjà pas mal de choses très, très rapidement. Il y a des petites actions qui peuvent faire évoluer les choses rapidement. C'était juste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, l'action publique. Petit message, changez l'ANRU. Juste changer l'ANRU. Juste une règle de l'ANRU. Oui, c'est vrai que j'aurais juste voulu que Monsieur Vigneault réalise. Du coup, c'est plus un point de vue comment est-ce que le secteur privé peut aussi accompagner ces questions. Mais c'est vrai qu'après, on pourra ça va toucher la question aussi des innovations technologiques. Mais effectivement, c'est toujours cette adaptation constante pour essayer de trouver les solutions qui vont nous permettre de faire des changements pérennes sur le long terme. Est-ce que Monsieur Vigneault, vous voulez réagir Oui, avec plaisir. Donc, d'abord, je rejoins tout à fait les propos de Pascal Berthaud. Nous, en ce qui nous concerne, on a effectivement énormément d'ingénieurs qui travaillent partout en France. On a une quarantaine d'implantations. Tout simplement parce que sur ces sujets-là, il n'y a pas de messe toute dite et qu'il faut réellement travailler sur les forces en présence des territoires et donc parfaitement les connaître. Et je dirais un ingénieur, par exemple, qui est spécialiste de l'eau, du cycle de l'eau en Méditerranée, aura des difficultés à appliquer ces méthodes dans le sud-ouest et inversement. Donc aujourd'hui, je pense au contraire que la France, comme elle est très riche, comme je le disais tout à l'heure, de tout un tas de villes différentes, de territoires différents, a cette capacité à mobiliser des ingénieries partout. C'est peut-être moins vrai pour les docteurs, mais je pense que tous les élus peuvent avoir un ingénieur à une demi-heure à disposition. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, moi, je dirais, il faut également travailler chez nous. Donc, nous, dans le privé, dans l'ingénierie privée, aujourd'hui, depuis déjà quelques années, on développe beaucoup de lieux d'échange, en fin de compte, pour décloisonner les choses. Comme nous, on est en ingénierie, on est en général relativement en amont et en fin de compte, pour réussir cette fameuse transition, il faut également que les choses soient cohérentes entre les gens qui travaillent en amont, les gens qui construisent et les gens qui exploitent, voire les gens qui vont déconstruire plus tard. Donc aujourd'hui, on a créé des instances, par exemple, comme le démonstrateur industriel de ville durable Rêve de Seine Urbaine, qui est un démonstrateur co-créé par Artelia, qui est une association qui réunit aujourd'hui 200 acteurs privés et qui connecte en fait des innovations urbaines avec les territoires qui le souhaitent. Et maintenant, ça fait 5 ans qu'on travaille dans ce format. Et en fin de compte, la conclusion, c'est que effectivement, cette association reste en veille sur toutes les sources de financement, de l'innovation, de la transition, etc. Et elle est massive et très conséquente, surtout depuis qu'on a les plans de relance français et européens. Et d'autre part, les technologies
sont là. Je dirais, on a des capacités de faire très importantes. Et donc, il ne reste plus que le troisième point, qui est simplement de discuter, de se mettre en cohésion, de se mettre en ligne, d'articuler en fait les forces du privé, du public, des territoires en présence. Et finalement, moi je suis très optimiste sur cette idée que on a pensé à un moment donné que la lutte contre ce changement climatique, c'était quelque chose de technique, de technologique, voire de culturel sûrement. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qu'on va réussir tout simplement en discutant, en se mettant ensemble et en mettant en cohésion tout ce que chacun peut apporter dans le panier. C'est une belle, c'est vrai que, enfin, je trouve que c'est un peu le fin mot souvent de vos interventions, c'est que à force d'avoir fait des efforts pour travailler ensemble, on est en train de développer des solutions communes qui permettront de traiter ces sujets. Pour finir, j'aurais deux questions un peu d'ouverture, une plus technologique et une plus sociologique. La première, c'est donc certes l'adaptation, c'est pas uniquement des solutions technologiques, mais tout de même, quelles sont les innovations technologiques auxquelles on peut s'attendre qui pourraient permettre d'apporter une nouvelle pierre en plus pour pour permettre l'adaptabilité des villes? Est-ce qu'il y a des grandes ruptures auxquelles on s'attend ou Alors bien entendu, l'ingénierie et la recherche sont fortement mobilisées sur ces questions. Il faut bien être conscient que l'ingénierie et la recherche ne feront pas tout. C'est-à-dire qu'on a quand même des défis qui sont énormes et on a aussi besoin de changer la société et de changer notre façon de percevoir la société et la consommation. Donc ça, c'est le premier point. Alors, pour revenir sur les innovations technologiques, je voudrais simplement donner un exemple parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est en train de travailler. Je dirais qu'un des changements les plus importants par rapport à ce qui se faisait il y a encore quelques années au niveau des énergies, on avait quelque chose qui était très centralisé. Alors, on va reprendre par exemple au niveau des villes. Hein. On avait une chaufferie, on avait un distributeur, on avait un consommateur. Donc, on est complètement sorti de ce schéma-là puisqu'on a maintenant un mix d'acteurs. On a notamment donc des réseaux d'acteurs qui amènent l'énergie, notamment avec tout ce qui a été lié à l'émergence des énergies renouvelables. Donc, énergie renouvelable, on va parler des toitures solaires, on va parler, dans certains cas, de l'éolien, on va parler également de l'énergie qui va provenir de nos déchets. Donc, on a ce mix d'énergie qui sont disponibles et les grosses questions que l'on a, c'est comment gérer ce mix, comment stocker, comment distribuer, et cela de la façon la plus optimale possible. Alors, optimale, ça veut dire quoi? Optimale en termes de besoins, de demandes, en termes également des technologies disponibles, que ce soit le stockage, la distribution, tout ça pour arriver à une distribution donc optimale en termes de coût, mais également en termes d'impact environnemental et puis également en termes d'efficacité énergétique. Donc, si l'on prend ce problème par un angle seulement, on n'arrivera pas à trouver une solution. Et alors, c'est ce qu'on promeut au niveau de l'INSA de Lyon, c'est-à-dire c'est une recherche structurée par enjeu avec une approche pluridisciplinaire. Et j'en arrive à l'exemple que je veux montrer. On a par exemple un projet qui s'appelle le projet CORE, qui est un projet qui rassemble plusieurs laboratoires avec des disciplines différentes, l'énergétique, l'informatique et puis également tout ce qui va être l'électronique, capteurs. Et donc le but, c'est de développer un portefeuille d'outils numériques qui va nous permettre de gérer dans le temps donc toutes les données disponibles en termes d'énergie disponible en fonction du climat, en fonction du moment de la journée. Également intégrer tout ce qui va être donc les technologies disponibles, stockage, distribution, et puis les besoins. Et donc la mise en place de ce portefeuille d'outils va nous permettre d'avoir cette optimisation des ressources. Alors, un exemple, si on en revient sur Lyon, puisqu'aujourd'hui, ces journées, c'est à Lyon, même si on est en distanciel. Il y a par exemple
tout un nouveau quartier, notamment un bloc de 3 immeubles qui ont été construits au niveau de la confluence. C'est le seul bloc de 3 immeubles qui sont à énergie réellement positive, c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Et pour cela, c'est une mise en système, puisque c'est des occupants différents. C'est à la fois des logements, c'est à la fois des bureaux et des commerces, avec des besoins qui sont décalés dans le temps. Donc on a des stockages d'énergie. Alors c'est par exemple des panneaux en toit. Donc stockage d'énergie avec une pile à combustible. Ensuite, on a cette énergie qui est mise à disposition en fonction des besoins, en fonction des moments. Et ce n'est pas consommé, c'est stocké. Et donc, c'est vers ce type de fonctionnement qu'il faut qu'on aille. Et là, l'ingénierie, la recherche contribuent, puisque c'est un bâtiment bioclimatique. Donc, c'est des matériaux nouveaux, mais c'est également un fonctionnement nouveau, une utilisation nouvelle et surtout une mutualisation. Je pense que c'est vraiment les mots-clés. Mutualisation. Je pense que c'est le mot-clé de cette table ronde, la mutualisation. Effectivement, je trouve ça hyper intéressant, mais c'est un petit côté urbaniste. Et ma dernière question pour finir, qui du coup c'est un changement, mais je pense qu'après les questions du public vont permettre de revenir sur ces différentes questions. C'est du coup c'était une question un peu générique, là c'est une question un peu plus politique pour le coup. Est-ce qu'on peut réellement construire une ville bas carbone qui est équitable? Parce que si on résume la question de l'usage des bâtiments, la question de la gestion de la densité, la question de l'accessibilité aux espaces verts, etc. Est-ce que finalement là, on peut faire une ville bas carbone équitable? Est-ce qu'on peut vous donner quelques exemples d'adaptations, si vous en avez, qui ont vraiment pris en compte cette dimension-là sociale? Oui, c'est une préoccupation majeure que de veiller à ce que cette ville, alors bas carbone, on en rêve tous en tout cas, que toute cette transition écologique évidemment soit la plus solidaire possible. Quand je dis solidaire, c'est-à-dire qu'il y ait une acceptabilité sociale des mesures. On voit bien qu'on est en train de transformer notre manière de consommer, notre manière de produire, notre manière de construire, notre manière de se déplacer, etc. Tout cela, évidemment, peut laisser sur le bord du chemin bon nombre de nos concitoyens. Je vous donne quelques exemples. Quand nous votons la mise en place de la ZFE, la zone à faible émission, qui dit quoi? Qui dit que certaines catégories de véhicules, les véhicules les plus polluants, ne pourront plus rentrer dans des agglomérations, dans des métropoles ou des agglomérations telles qu'on l'a voté dans la loi climat résilience. Eh bien, ça exclut de fait certains automobilistes qui sont contraints de changer de véhicule et donc de se tourner vers des véhicules neufs ou d'occasion, plus propres, mais cela a un coût. Donc on les aide, on a mis en place des aides à la conversion et les collectivités également. Mais ça ne suffit pas toujours. J'ai fait le point, moi, dans ma circonscription, j'ai 10 000 foyers qui sont concernés par un changement de véhicule. C'est pas neutre, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un véhicule hybride ou un véhicule électrique aujourd'hui. Donc il faut aider. En matière de logement, c'est la même chose. Il est évident que demander des performances énergétiques plus importantes au logement renchérit le coût du logement, que ce soit à l'achat ou au loyer, et de la même manière, demander aux bailleurs, on a 9 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans des passoires thermiques, demander aux bailleurs de rénover ces logements peut les inciter soit à ne plus louer, et donc là on raréfie le logement et donc ça fait monter les loyers, soit à augmenter les loyers. Donc, même si évidemment ils sont encadrés dans nos territoires. Donc voilà, deux exemples, mais qui sont finalement le lot quotidien de bon nombre de Français. Et il faut sans cesse veiller, et je crois que la crise des Gilets jaunes nous l'a montré avec force, à faire en sorte que toutes les mesures que nous prenons soient acceptables, y compris aussi par les milieux économiques, parce que c'est pas simple aussi. Quand je dis économique, je mets aussi l'agriculture dedans. Voilà, la transition, ça prend du temps. Changer son modèle de production, ça peut prendre un peu de temps. Et donc, il faut accompagner tout le monde. C'est ce que nous faisons et c'est notre responsabilité, évidemment, en tant que législateur, aux côtés des collectivités. Pour cela, et j'en terminerai là, parce qu'on n'en a pas parlé quand même de ce plan de relance, on a, et Pascal Berthaud l'a dit tout à l'heure, on a pour la première fois des moyens inédits à disposition. On a plus de 100 milliards d'euros sur la table, 35 milliards sont déjà engagés, donc il reste de l'argent. Maintenant, il faut aider nos collectivités, nos territoires à se saisir de cette manne financière pour que les choses changent. L'argent est là, les moyens sont là, donc maintenant il faut simplifier, je crois, mieux mutualiser, parce qu'on est encore quand même loin d'être tous autour de la table et de se parler, donc voilà, avoir des guichets uniques et avancer tous ensemble.
Merci beaucoup. Donc je pense que si je résume à grande ligne cette discussion, avant de passer très vite aux questions du public, c'est vraiment le besoin de mutualisation et de coordination et de meilleure discussion entre les différents acteurs et ne jamais aborder une question uniquement par un angle, mais essayer de le voir dans son intégralité. Alors, rapidement, on a quand même eu je voudrais quand même prendre quelques questions du public. Il y en a une de Walid qui n'arrive pas à se connecter, donc je vais vous la lire. Qui est est-ce que vous pensez que les usines peuvent retourner en ville pour répondre aux besoins des habitants localement? Et quelles seraient les contraintes et obstacles ainsi que opportunités qui permettront l'émergence de ce concept en ville? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la ville en tant que habitat, mais il y a toutes les activités autres économiques qu'on n'a pas beaucoup abordées. Voilà, qui serait, je vois que nous avons une... Non, je peux juste donner un exemple, puisque un de mes projets, c'était un centre-bus pour loger 200 bus à Paris 20e. Et c'est quand même un outil industriel. Les gaines font la taille de cette pièce qui passe à travers l'immeuble. Donc, il a fallu traiter les particules fines, enfin des filtres, etc. Enfin, ça a été assez complexe. Mais c'est un outil de la ville au cœur de la ville. Donc, c'est possible, mais pas n'importe quelle activité, bien évidemment. Mais je pense que c'est bien. On a en fait col bleu, col blanc. Enfin, on a ramené cette activité, on l'a gardée en fait, plutôt que de la mettre en banlieue et que les bus viennent de grandes banlieues pour prendre leur service le matin. Ça faisait aussi dépenser des gaz à effet de serre, ça coûtait cher à la RATP, etc. Donc il y a eu une pensée de la RATP on a fait changer la réglementation, c'était interdit de construire au-dessus de postes de charge. Et on a construit 35 000 m², c'est le ministère de l'Intérieur, plus une crèche et un collège sur un centre-bus, parce qu'on a travaillé avec les pompiers pendant 2 ans, la préfecture, etc. Donc, de vouloir garder certains services industriels quand même au cœur de la ville, c'est possible. Mais c'était un travail collectif. Le collectif a été très important. Réglementation, préfecture, pompiers, ville du 20e, ville de Paris. Donc, c'est possible. Pas n'importe laquelle, mais je pense que c'est important de le penser, de le faire bien. Et par contre, moi, mon projet architectural, c'était sur la disparition. C'est-à-dire, il est rouge à l'angle, mais ce qu'il y a, il y en a plus en dessous qu'au-dessus. Ça se voit pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de gêne. Il faut pas que les gens qui sont dans les bureaux ne pensent pas qu'il y a 200 bus en dessous. Ceux qui sont dans le centre-bus, il y a de la lumière naturelle. Ils oublient qu'il y a des bureaux dessus. Il y a un grand jardin, des façades végétalisées. Donc, il faut le traiter après. Ça, c'est notre travail d'architecte. Mais je pense que le programme qui a voulu le faire était une bonne idée. Et on a réussi, nous, à l'intégrer, quoi. Donc c'est ramener ou maintenir des usines, mais en cohabitation avec les autres usages potentiels de la ville, quoi. De manière sensible. Je ne sais pas si Pascal Berthaud ou Laurent Vigneault voulaient réagir, ou si quelqu'un d'autre voulait réagir sur cette question-là. Sinon, on a... On l'a fait avec Artelia. Ah bah voilà. Sinon, nous avons 2 personnes connectées. Alors, Alain Michaud. Alors, est-ce qu'il va réussir à se connecter? Non, Alain Michaud ne va pas réussir à se connecter. Alors, je vais lire sa question. Qui est, est-ce que c'est une... Alors, je pense que c'est adressé plutôt à vous, Marie-Christine. Est-ce que c'est une bonne idée de compter sur les déchets pour produire de l'énergie, alors qu'il est nécessaire de réduire notre consommation, et plus particulièrement les emballages? Donc, est-ce que voilà, c'est vrai qu'on parlait de réutiliser entre autres, voilà. En fait, l'utilisation des déchets, c'est une très bonne idée, puisqu'il y a des déchets. Alors, il y a deux directions. C'est limiter la production de déchets, et puis quand on a des déchets, c'est les exploiter au mieux. Donc ça veut dire tout d'abord les caractériser, les analyser et voir en fonction de ce gisement de déchets ce que l'on peut en faire. Mais on a par exemple un programme de recherche qui est en lien avec les collectivités plaines de l'Ain sur Lyon, qui consiste à finalement valoriser ces déchets, produire du méthane, un procédé de méthanation, donc produire du méthane, et injecter ensuite ce biogaz produit directement, en lien d'ailleurs avec GRT Gaz, pour ensuite utiliser cette ressource complètement biosourcée qui a été produite. Donc oui, c'est une très bonne idée. Et ça diminue l'impact des déchets, et en même temps, c'est une ressource. Toujours des déchets, même si on doit chercher à diminuer nos déchets ménagers, des déchets au global.
Enfin, Alors, on va toujours produire des il y a déchets. déchets et déchets, on est bien d'accord, hein, Oui, mais oui. l'objectif, c'est de tirer parti de ces déchets, en tout cas d'une grande partie de ces déchets, et l'utiliser comme une ressource, et non pas simplement comme un déchet. On a une troisième question de Guillermo qui, lui, devrait être en ligne. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, je voulais poser une question concernant les silos de chaleur que vous venez de... Enfin, merci pour cette conférence. Mais ma question, c'est est-ce que les concepts des villes intelligentes ou Smart City va-t-il vraiment de pair avec les objectifs de développement durable ou pas forcément? Alors, qui veut prendre je pense que l'idée, c'est la consommation un peu... tout ce qu'il y a derrière la Smart City, on imagine une consommation qui augmente d'électricité. Est-ce que c'est compatible? En fait, pour revenir sur ce concept de Smart City, tout dépend ce que l'on met derrière. Donc Smart City, par exemple, c'est comme l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure au niveau de ces 3 immeubles qui sont entièrement pilotés au niveau de l'énergie qui est produite. Donc là, oui, c'est un exemple de Smart City qui est un excellent exemple. Ensuite, si l'on va dans tout ce qui est simplement domotique, c'est-à-dire pilotage de l'éclairage, extinction des pièces, j'allume, j'éteins mon chauffage, bon, tout cela, ça a un coût en termes de capteurs, donc ça a un coût en termes d'énergie également. Il faut le regarder au niveau de la bonne échelle, c'est-à-dire dans un établissement, dans une collectivité, par exemple, dans des écoles, dans des lycées, dans des hôpitaux, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique. Ensuite, au niveau d'un usage particulier, la question de l'équilibre entre finalement la consommation, si on fait une analyse cycle de vie complète, c'est-à-dire la consommation de matières premières, de ressources nécessaires pour équiper sa maison avec le gain que l'on va en retirer en termes d'économie, là c'est très questionnable. Par contre, à l'échelle des collectivités, hôpitaux, écoles, etc., là il n'y a pas de doute. Donc en fait, tout dépend où est-ce que l'on met le curseur et quelle est la quantité on va dire, de logements ou de services impactés. En fait, il ne faut pas voir la Smart City comme le développement forcément de la domotique, mais plutôt de la gestion. En fait, les Smart Cities, ça peut être également la gestion de l'énergie que l'on va amener dans la ville. Donc, comme l'exemple tout à l'heure où on va gérer un mix de différentes sources d'énergie. Donc là, on va appeler ça de la Smart City. Il y a également tout ce qui va être le transport, la connaissance des moyens de transport à disposition. Ça va être également, est-ce que j'ai des places de parking disponibles, et c'est ce qui va faire que ça va éviter qu'on tourne pendant un quart d'heure, 20 minutes avec son véhicule pour chercher une place de parking. Donc ensuite, tout est l'équilibre entre les ressources, les matières premières utilisées et puis la consommation qui est évitée. Alors, je vais juste regarder si on a une autre question. Eh bien, nous n'avons pas d'autres questions du public. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie pour ces échanges. Moi, ce que je retiens de ces échanges, c'est qu'au final, on peut être optimiste parce que même si on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui, à T0, les solutions se mettent en place, et c'est les solutions qui se mettent en place sur 5, 10, voire 30 ans, comme on le rappelait. Donc il faut se rappeler que ce qu'on met en place ou ce qu'on essaye de mettre en place et sur quoi on travaille actuellement, c'est des choses qui vont porter leurs fruits dans les années à venir. Je pense notamment à la rénovation énergétique. Les travaux sont financés maintenant, auront lieu peut-être dans 1 an, dans 2 ans, et on verra la baisse on peut s'attendre à voir la baisse générale de la consommation des bâtiments dans les années qui viennent. Donc c'est vrai que je pense que au-delà, pour moi je trouve la conclusion de cette discussion au final assez optimiste, avec un consensus sur le fait qu'on doit, même si on doit continuer à s'améliorer, mais qu'on travaille déjà tous ensemble, et qu'il y a une évolution des mentalités qui permet de plus en plus travailler en commun et en collaboratif. Donc
j'étais en train de chercher un mot de conclusion, mais je trouve que c'est bien le collaboratif pour finir sur cette table ronde. Je vous remercie tous, tous les 5, y compris nos 2 intervenants à distance. Et je vous donne tous rendez-vous à 11h10 pour la suite des événements.